Alors c'est une vieille histoire en fait, parce que ça a commencé en 1992. Donc en 1992, j'étais dans une boîte d'informatique et j'étais en train d'en devenir le dirigeant. Et donc je m'étais posé des questions sur quel genre de dirigeant veux-tu être ? Donc j'avais réfléchi un petit peu à différents modèles d'entreprise, blablabla. Et puis à l'époque, on ne parlait pas encore vraiment on ne parlait pas de responsabilité sociétale des entreprises, on parlait de développement durable. Et je me suis dit, ben, moi je vais essayer de faire une entreprise durable. Donc en fait, j'ai pris la fonction de directeur général de ma boîte en 1993. Et à partir de là, j'ai essayé de mettre en place dans mon entreprise une politique qu'on appelle aujourd'hui une politique de RSE. Bon, à l'époque, je disais une politique de développement durable. Voilà. Les deux notions étant synonymes. Voilà. Donc ça, c'était 1993. Donc j'ai développé cette manière de travailler pendant toute la fin de la décennie. En 1999, j'ai demandé une évaluation de ma politique de développement durable par une agence de notation. Donc, et en fait, ça prouve que tout ça, ça me passionnait pas mal. À l'époque, j'avais fait 20 ans à peu près d'informatique, je voulais changer. Donc j'ai décidé de créer ma boîte. Jusque-là, j'étais dirigeant mais salarié. Et donc j'ai créé une boîte, mais pas en informatique, en RSE. Donc 2003, je crée Goodwill, cabinet de conseil en RSE. Voilà. Et ensuite, 2009, je co-crée l'agence Lucie, qui délivre un label pour stimuler encore plus les entreprises à y aller. Et jusque-là, on est toujours dans une logique de responsabilité sociétale des entreprises classiques. J'ai pris conscience à peu près en 2014 qu'avec la RSE telle qu'on la pratique aujourd'hui, on ne faisait qu'une partie du chemin. Et donc j'ai créé Kerlotech pour finir le chemin, c'est-à-dire respecter les limites planétaires. Au tout début, il y avait un objectif social. Au tout début, c'était comment faire en sorte que les salariés soient bien dans ma boîte. C'est ça le point de départ. Voilà. Très vite est venue la question environnementale. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'entreprise soit bien dans l'environnement et fasse pas trop de mal à l'environnement? C'était ça les points de départ. Le concept d'entreprise alignée sur le fonctionnement du vivant, j'ai ça en moi, je pense, depuis le début, parce que je suis ingénieur agronome. Mais il n'y a pas eu tout d'un coup une volonté de faire de la perma-entreprise, par exemple, comme on vient d'en parler. Voilà. Alors, comme on existe depuis 20 ans, on a une panoplie. Voilà. Les outils d'origine sont toujours là. Mettre en place des démarches RSE, au sens le plus classique du terme. Nous, on appelle ça la RSE 1.0. C'est-à-dire on respecte toutes les exigences qu'on trouve dans les référentiels RSE. Aujourd'hui, les objectifs du développement durable, la norme ISO 26000, la nouvelle réglementation européenne CSRD. Donc tout ça, c'est une batterie d'outils qui permettent de mettre en place dans une entreprise une démarche RSE de bonne tenue, je dirais. Bon. Donc on a toute cette panoplie d'outils, en conséquence de quoi chez Lucie, on fait de la mise en place de mise en conformité des entreprises avec la nouvelle réglementation européenne, j'en ai parlé, CSRD, on fait du bilan carbone, on fait des stratégies bas carbone. Bon, tout ça, ce sont les outils standards, je dirais. Et puis on a développé plus récemment, depuis 5-6 ans, peut-être même un peu plus, mais enfin peu importe, on a développé des outils vraiment nouveaux. Alors dans les outils nouveaux, premièrement, on s'est dit, mais finalement, il y a un truc qui cloche, c'est qu'on utilise la comptabilité pour mesurer la performance des entreprises, et la comptabilité mesure qu'une toute petite partie du sujet. Donc on a mis au point une méthode de triple comptabilité économique, sociale et environnementale, de sorte qu'aujourd'hui, on sait calculer par exemple des dettes d'entreprise exprimées en euros. Des dettes, excusez-moi, des dettes exprimées en euros, c'est quand même assez basique. Des dettes environnementales d'entreprise exprimées en euros.
Voilà, on sait calculer la dette environnementale d'une entreprise. Très bien. Premièrement, méthode de triple comptabilité. Très vite, à cette méthode de triple comptabilité, on a rajouté la prise en compte des limites planétaires, qui est un travail scientifique. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à montrer l'écart qui existe entre l'impact d'une entreprise et son quota de limites planétaires. Vous voyez ? Voilà, c'est intégré dans notre méthode de triple comptabilité. Ensuite, on a mis au point une méthode pour que les entreprises s'engagent dans des démarches de respect des limites planétaires, ce qui est très ambitieux. Parce que ça veut dire diviser ses impacts par 4 à peu près. C'est énorme. Voilà. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'une entreprise aujourd'hui, même avec toutes les démarches qu'on veut bien décrire, n'y arrivera pas, tant qu'elle ne change pas son modèle économique. Mais si vous dites à un chef d'entreprise, demain tu changes ton modèle économique, il refuse, parce que son modèle économique d'aujourd'hui, qui n'est déjà pas si facile à faire marcher, c'est ce qui lui permet de vivre. Donc il ne veut pas le remettre en cause. Et donc on a inventé une méthode de stratégie d'entreprise qui s'appelle la stratégie du Y. Donc d'un côté, je continue à travailler comme avant, avec mon modèle standard sur lequel je mets en place une démarche RSE qui me permet de réduire mes impacts en gros d'une vingtaine de %. Voilà. Et en parallèle, je lance une nouvelle branche qui est une branche, elle, qui vise à respecter les limites planétaires. Mais au début, ça va cafouiller un peu, on va chercher, on ne va pas trouver, etc., etc. Et au fur et à mesure que la nouvelle branche trouve sa place et trouve son efficacité, ben on fait diminuer l'autre. Vous voyez, ça fait un Y. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour permettre à des entreprises de rentrer dans les limites planétaires. Dans le cadre d'une évolution linéaire, elles ne le feront pas. Donc il faut une approche avec 2 directions simultanées. Voilà. Et puis le troisième élément qui fait partie de notre savoir-faire maintenant, et puis c'est le sujet sur lequel j'interviens tout à l'heure, c'est la mise en œuvre dans les entreprises de basse technologie, de low-tech. Bon. Alors en fait, un petit mot là-dessus, nous sommes aujourd'hui dans une débauche, je vais appeler ça comme ça, de complexité, et on passe son temps à rajouter de la complexité à la complexité. Vous voyez, donc à peine on a sorti la 5G, qu'on est déjà en train de réfléchir, mais très sérieusement, hein, c'est en cours, à la 6G, etc., etc. Et donc tout est de plus en plus complexe, tout est de plus en plus consommateur de ressources naturelles. Et donc on essaye de fabriquer soi-disant des systèmes sobres, alors qu'on est dans la high-tech plus tout le temps. L'idée n'est pas de remettre en cause le bien fondé de la high-tech. L'idée, c'est de dire on doit impérativement trouver des façons frugales de vivre, de travailler, de sorte qu'on n'épuise pas toutes les ressources naturelles avec des tas de gadgets. Hein, vous voyez par exemple aujourd'hui, vous avez des couches culottes qui font sonner le téléphone des parents quand elles sont pleines. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je préfère qu'on utilise la haute technologie pour un scanner par exemple. Vous voyez? Et que dans une entreprise, par exemple, on remplace tous les écrans tactiles par des boutons. C'est des impacts environnementaux beaucoup plus limités. Ça ne change rien au mode de fonctionnement de l'entreprise, mais ça réduit les impacts environnementaux des parties concernées, mais ça les réduit de 80%. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc en fait, une partie de notre activité aujourd'hui, c'est de développer les low-tech, mais au sein des entreprises. De faire de l'innovation, mais frugale, pour réduire les impacts. Et avec ces 3 éléments, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, la triple comptabilité pour voir si on est dans les limites planétaires ou pas, la stratégie du Y pour ne pas lâcher la proie pour l'ombre, et les low-tech sur la partie nouvelle du Y qui consiste à fabriquer une entreprise beaucoup plus frugale, et ben on y arrive à rentrer dans les limites planétaires. Je dirais que c'est le début d'une mutation importante. Si je fais une petite rétrospective, puisque je suis dans le sujet depuis 20 ans. Voilà. Donc, première partie de l'histoire, les entreprises se disent
où on dit aux entreprises, il faut réduire vos impacts négatifs. Ouais, d'accord. Bon. Une grande partie s'en fiche et une petite partie s'y met. Pendant 20 ans, c'est ce qui s'est passé entre 2000 et aujourd'hui. Une vingtaine d'années, on a eu une partie limitée de la population des entreprises françaises qui se sont mises à la responsabilité sociétale des entreprises, à la RSE. Très bien. Avec des réductions d'impact, comme je disais tout à l'heure, les premiers de la classe sont à moins 30% et puis les autres sont à quelques pourcents de réduction de leurs impacts négatifs. Très bien. Donc ça c'est le début de l'histoire. Et puis au bout d'un moment, les plus avancés, les plus matures, les plus éclairés se disent ça ne fait pas le job. Aujourd'hui, on a en moyenne en France des entreprises qui excèdent d'un facteur 3 leur quota de limite planétaire. Et quand elles mettent en place une démarche RSE au sens classique du terme, elles passent de 3 à 2,5. Donc ça ne fait pas le job. Et donc des chefs d'entreprise aujourd'hui se disent non mais il faut qu'on trouve une autre solution. Il faut qu'on trouve une autre solution. Le problème qu'ils rencontrent à ce moment-là, c'est que l'autre solution se traduit par une remise en cause du modèle économique, des produits que l'entreprise vend, etc., etc. Vous voyez? Et là, ça fait un saut très important dans l'inconnu. Donc, des gens qui y pensent, des gens qui réfléchissent, des gens qui expérimentent, qui cherchent, etc., vous en avez. Plein au sens, le nombre de personnes qui font ça, en pourcentage très très peu. Bien. Des entreprises qui ont trouvé la voie, il n'y en a pas encore beaucoup. Vous voyez? Mais c'est en train de venir et effectivement, ça re-questionne de manière évidente la société de consommation. Cette boulimie, là, il faut sortir de ça, on ne s'en sortira pas sinon. Et le mur n'est pas très loin. Il est absolument en train de se passer quelque chose, absolument. Toute la question est de savoir si ça va être suffisant. Et c'est un point sur lequel je ne sais pas bien répondre et sur lequel j'ai un gros doute. Pendant 20 ans, autour de ces questions de responsabilité sociétale, de réduction des impacts environnementaux, je suis un peu caricatural, tout le monde a un peu joué à la dinette pendant 20 ans. Le développement de Goodwill Management a été un parcours du combattant. Le développement de l'agence Lucie, juste un petit mot sur l'agence Lucie, aujourd'hui c'est la plus grosse communauté d'entreprises engagées en RSE via un label en France. Voilà. Il y a 1400 boîtes à peu près dans la communauté. Très bien. Le début de Lucie, ça a été extrêmement difficile. On a failli rester plusieurs fois tellement ça ne marchait pas. Enfin, on essaie de convaincre les entreprises de prendre un label. Elles ne voulaient pas faire l'effort. Bien. Tout a changé il y a à peu près 4 ans, au moment de la crise sanitaire. Voilà. Et je vais vous donner un indicateur. Il a fallu à l'agence Lucie 10 ans pour passer de 0 à 500 boîtes dans la communauté et 2 ans pour passer de 500 à 1000 boîtes. Donc vous voyez l'accélération, elle est bien là. Voilà. Des entreprises aujourd'hui qui se disent il faut qu'on rentre dans les limites planétaires, mais il y a 4 ans ou 5 ans ça n'existait pas. Aujourd'hui il y en a de plus en plus qui s'intéressent au sujet et on a du succès avec notre méthode de triple comptabilité. Donc tout ça c'est extrêmement encourageant. Vous avez plusieurs mouvements qui sont à l'œuvre. Vous avez des mouvements qui sont toxiques, qui consistent à dire par des grands industriels ah ben si, il y a une réglementation contraignante en France sur les émissions de gaz à effet de serre, ou bien sur la réglementation européenne qui s'appelle la taxonomie, etc., ben on va aller mettre nos usines ailleurs, malheureusement. Ces mouvements-là, ils existent, ils sont forts. Et vous avez en même temps, et ça c'est une source d'espérance, vous avez également de plus en plus d'entreprises et de décideurs politiques qui regardent la façon de relocaliser et de travailler en local.
La low-tech dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi le fait de faire entre guillemets avec les moyens du bord, avec les moyens du territoire. Vous voyez, c'est-à-dire avec un nombre limité de ressources naturelles et pas aller chercher des terres rares en Chine. Tout ça, ça nous amène à fabriquer des machines low-tech. Alors chez Goodwill, par exemple, on est très très proche du Conseil régional de Bretagne, où on a conduit 2 études économiques très poussées sur les potentiels de relocalisation et on accompagne ce mouvement pour maintenant non plus simplement montrer l'évidence du potentiel de relocalisation au sein de l'économie bretonne, mais pour que les entreprises s'y mettent. Et on travaille là-dessus avec le conseil régional. Et donc la relocalisation fait partie du jeu et c'est un facteur petit 1 de résilience, petit 2 de réduction des impacts. Je vous disais tout à l'heure qu'on fait des calculs de dette environnementale. Bon, ben, on a montré que quand une activité se relocalisait en Bretagne, alors que aujourd'hui l'entreprise achète ses produits au Brésil ou en Chine, 1 euro de valeur ajoutée rapatrié en France, en Bretagne, eh ben, c'était 50 centimes de dette environnementale en moins. C'est juste monstrueux, vous voyez ? Voilà. Donc bien sûr que la localité fait partie des réflexions en cours, même si c'est le début. Ben, il y a quand même un petit peu matière à s'inquiéter là avec ce qui se passe au niveau politique, ça fait très peur. Et c'est sûr que c'est probablement, alors c'est toujours facile à dire après, hein. Moi je ne suis pas un grand critique des autres, hein, mais c'est quand même probablement le fait qu'on est dans un monde politique de gestion, plus ou moins bonne, et pas trop de vision. C'est clair et net. Bon. Mais c'est facile à dire, c'est très facile à dire, et c'est très difficile à changer ça. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui me met en joie moi et qu'est-ce qui me fait lever le matin? Eh ben, c'est justement d'essayer de montrer un futur souhaitable. Et donc ça me fait vous donner un petit éclairage sur l'incubateur Kerlotech. Donc Kerlotech, c'est un écosystème d'entreprises en Bretagne qui sont en train de se développer et qui ont toutes pour objectif de rentrer le plus vite possible dans les limites planétaires. Et comme on a la méthode pour savoir si on est dedans ou pas, ben on sait de quoi on parle. Voilà. Et on travaille énormément, ça s'appelle Kerlotech, parce que Ker c'est la maison en breton, puis Lotech ben c'est les low-tech. On travaille sur des entreprises frugales. Et moi ce qui me motive, c'est de partager un certain enthousiasme pour ça et pour la capacité à aller dans cette direction-là et à mon petit niveau pour offrir une vision si vous voulez. Voilà.